Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit, C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en plus. c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Dans quelle mesure, dans un État aussi jacobin et centralisateur que le nôtre, normatif comme l'Europe, il y a un moment où on dit, bon, bah écoutez, s'inscrire sur une plateforme relève danger de sécurité et d'identité, eh bien, on va imposer, par exemple, France Connect sur toutes les plateformes, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, l'État, l'Europe, les collectivités ne peuvent pas faire tout seuls, donc ça peut aussi souvent reposer sur les startups. Je pense notamment à Tribal, avec des considérations, on va dire, un peu plus vertueuses. Dans quelles conditions, en fait, ces startups peuvent jouer un rôle? Et est-ce que ça ne donne pas justement, en fait, toute cette notion, ou est-ce que ça ne légitime pas toutes ces considérations de souveraineté numérique? Bah, là où je te rejoins, tu vois, alors moi déjà j'ai pas de réponse là-dessus parce que c'est peut-être le sujet là, le plus compliqué du monde. Là, je trouve que c'est. Mais par contre, j'ai quand même le sentiment, ce de quoi on souffre, c'est que c'est de l'informatique tout ça en fait. Et les stratégies que tu devrais avoir pour te défendre. Tu vois, on parle de colonie numérique et en fait, moi si tu veux, c'est toujours compliqué pour moi de critiquer. D'abord, j'ai une position aujourd'hui qui fait que je dois rester quand même un petit peu neutre. Un peu neutre. Enfin, tu vois, c'est des acteurs économiques qui fournissent des solutions. Personne nous a obligés à les utiliser, puis elles sont performantes, puis elles procurent, tu vois, il y a des bénéfices. Maintenant, moi, je suis admiratif, je te dis, des stratégies qu'il y a derrière. Mais en fait, ces stratégies, c'était plutôt des stratégies privées, tu vois, de gens qui ont monté ça à l'intérieur des boîtes. Là où je trouve qu'on est un peu, où il faudrait qu'on se muscle plus, c'est qu'il y a des stratégies qui peuvent être très roublardes et efficaces, qui ne consistent pas à dire on va faire mieux que Workspace ou on va faire mieux que OpenAI. Enfin, on peut aussi essayer de faire mieux, mais je pense qu'on devrait surtout essayer de changer le jeu et faire différemment. Mais si je reviens à ces stratégies technologiques, si tu dis aujourd'hui, nous, on utilise, tu vois, on pourrait être une dictature numérique, tu vois. On pourrait dire on autorise en fait tous les gens à utiliser des LLM à l'intérieur de leurs applications, mais c'est comme ça en Europe, on oblige que ça passe par une couche technologique intermédiaire. Ne vous inquiétez pas, elle a été cryptée. Enfin, en tout cas, elle anonymise des données et donc évidemment, on va pas lire tout ce que. Mais tu vois, en Chine, ils auraient traité le truc comme ça, tu vois. Et en fait, en faisant ça, par exemple, là, je te donne un exemple caricatural, et je serais même pas d'accord pour qu'on fasse ça, mais ça, un exemple d'obligation qu'on pourrait créer qui fait que t'as pas refait un concurrent aux offres qui existent, t'as créé un cadre technologique qui fait que la manière dont c'est déployé, tu vas en tirer un avantage. Et ne serait-ce que parce que, par exemple, tu peux kill switch, tu peux dire, tiens, je débranche les trucs, ou je les redirige sur d'autres implémentations demain. Donc, si tu veux, des stratégies comme ça, c'est juste un exemple pour être très caricatural, mais c'est des stratégies roublardes informatiques. Et t'as quelqu'un qui raconte ça très bien, c'est Tariq Krim. La place qu'occupe l'informatique, si tu veux, dans les stratégies de l'État, la connaissance de l'informatique, les informaticiens, les stratégies technologiques comme ça, mais en fait, elle mériterait d'être complètement repensée, revalorisée, réécrite. Si tu veux, le logiciel intellectuel doit être réécrit. De l'Europe, ouais. Après, moi, ce qui me rend optimiste en ce moment, c'est que le jeu est tellement en train de se tendre géopolitiquement que t'es quasiment à un moment où t'aurais envie de passer le temps et que t'aurais même la légitimité à lancer des approches un peu plus... C'est pas ce qui est en train de se passer, tu crois? Moi, je suis pas assez là-dedans. Tu vois, en fait, dans ma grande frustration, c'est que tu peux pas suivre tous les sujets, mais quand tu discutes avec des gens comme... les gens se bougent quand même. Tu vois, des gens comme Quentin Adam, tu vois, de Clever Cloud, qui a un hébergeur français, lui, qui est très actif aussi sur ces sujets de normes, ou même, tu vois, je vois les gens se bouger. Moi, je suis pas à l'intérieur de ces sujets aujourd'hui de normalisation ou de vraies stratégies au niveau de l'État. Au niveau de la French Tech, tu vois, de mon point de vue à moi, on le prend aujourd'hui plutôt sur l'achat des solutions startup. Mais là, on est sur un autre niveau. Tu vois, on est sur le cadre réglementaire européen qui existe au sens réglementaire, mais réglementaire associé à allez, pardonne-moi, j'ai dit un gros, une putain de stratégie technologique tu vois, qui nous rend gagnants demain, quoi. Oui, c'est vrai en fait que la seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, quand on est au niveau de la création d'entreprises, de start-up, c'est pas tant en fait de prendre les leads sur ces sujets, plutôt en fait que de les suivre comme de la veille réglementaire pour voir ce qui peut changer, mais force est de constater qu'il y a quand même des signaux faibles et qu'il faut aujourd'hui y être particulièrement attentif.
Ouais, puis et les stars. Enfin, en gros, faut tous qu'on se déniaise. Mais non, mais tu vois, c'est un jeu qui est mondial. Ouais. Par exemple, la capacité à faire assez tôt dans ton aventure du lobbying sur les normes que tu vas avoir respectées demain, c'est quelque chose de clé que font assez peu de boîtes. Ouais. Là, dans la cyber, tu vois, ça se développe. Tout le monde commence à comprendre en essayant d'impacter comment NIS2 va être traduit, tu vois. En fait, tous les cadres qui existent aujourd'hui, il y a eu un lobbying de dingue de la part des acteurs qui sont gagnants aujourd'hui. Et la French Tech est du côté de ceux qui veulent convaincre les régulateurs, et le législateur et l'État, ou est-ce que vous êtes à double sens, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes aussi là pour essayer de diffuser les ambitions, les stratégies qui sont mises en place par l'État? Parce que la French Tech, c'est la mission French Tech, la mission French Tech, c'est Bercy, et Bercy, c'est le gouvernement, et le gouvernement, c'est notre bel État. Ouais, la position de la French Tech là-dessus, elle est toujours, si tu veux, de continuer à encourager l'innovation. Okay, c'est ça le truc. Et parfois, ça peut t'amener à être un peu le cul entre deux chaises, parce que on est quand même dans un monde où, si tu veux, le marché du numérique nord-américain, enfin anglo-saxon, juste, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur en fait que notre marché à nous. Donc ces acteurs existent et tu peux pas du jour au lendemain dire attends, on va se faire la guerre, machin. Et puis tu vois, personne n'a décidé ça. Donc là, moi, je crois qu'on est dans une phase aujourd'hui de mutation. Là, tu vois, les grandes lois du jeu géopolitique actuel, elles étaient sous-jacentes ces dernières années, mais là, il y a un truc qui est en train de se cristalliser. Alors qu'est-ce que ça va devenir là dans les prochaines années? C'est pas évident de dire, mais ce qui est sûr, c'est que ça restera pas. Alors c'est marrant ce que tu dis là, parce que je voulais justement t'interroger sur qu'est-ce qui est pour toi, et de manière un peu rapide, qu'est-ce qui résume un petit peu la tech de ces 10 dernières années, et vers quoi on va aujourd'hui s'orienter pour les 10 prochaines années? Alors là, c'est chaud. C'est chaud. Le facteur qui change le plus pour moi, c'est peut-être pas 10, mais tu vois, si on revient au tout début, début de l'informatique et maintenant, c'est l'accélération, si tu veux. C'est la vitesse exponentielle en fait du changement. Et en fait, nous, en tant qu'être humain, on a du mal à intégrer l'exponentielle. La vitesse à laquelle les choses évoluent maintenant, là, moi, tu discutes avec tous les gens dans l'IA aujourd'hui, un des principaux problèmes de tout le monde, c'est juste suivre ce qui se passe, tu vois, d'une semaine à l'autre. Et ça va trop vite. Ça va trop vite, et ça commence à être décorrélé de l'idée de progrès. En fait. Tout à l'heure, quand tu parlais des débuts de Twitter, enfin, juste, tu vois, Twitter, quand c'était arrivé, c'était n'importe qui sur la planète peut s'exprimer avec un message de 144 caractères. Là où avant, pour publier quelque chose, il fallait monter, tu vois, 5 ans avant ou 6 ans avant, au serveur internet, prendre la connexion de la bande passante, ça coûtait du pognon. C'est vrai. Il y a quand même eu un moment avant que ça devienne le truc de la data, Cambridge Analytica. C'était juste une révélation pour les gens que n'importe qui sur la planète peut s'exprimer sur Internet. C'était génial. Et là, aujourd'hui, on a le même type, si tu veux, ou en tout cas, c'est des promesses sur l'IA de bénéfices pour nous, mais c'est des bénéfices très individuels. Tu vois, c'est ta productivité, c'est le temps que tu vas gagner. Ou pour l'entreprise. Et quel est le progrès pour la société, tu vois, dans son ensemble? C'est une question. Et est-ce qu'on corrèle la technologie avec le progrès? Nouveau.